مرحبا بكم زوفلا chers téléspectateurs. Cette deuxième partie de notre mission d'aujourd'hui, la rétro info Tebboune qui a rencontré la presse et elle a exprimé son avis, sa position par rapport à l'actualité qui concerne les Algériens. On reviendra dans cette deuxième partie surtout à cet événement, la journée internationale de la liberté de la presse, puisqu'elle a été célébrée en Algérie. D'abord, j'aimerais bien voir cette vidéo qui a fait un grand débat, puisqu'on a vu la participation à cette cérémonie, à ce show médiatique qui a été organisé par le régime algérien. Et il y avait plutôt des journalistes très connus, peut-être qui ont eu toujours des positions un petit peu opposantes au pouvoir, qui ont participé à cette cérémonie. On va voir cette vidéo. وبالمناسبة حيّ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عددا من الصحفيين وممثلي مختلف وسائل الإعلام، حيث تبادل السيد رئيس الجمهورية أطراف الحديث مع الإعلاميين الحاضرين في احتفالية اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذين ثمنوا دعم رئيس الجمهورية للنساء ورجال الإعلام في مرافقة جهود الدولة ضمن مسار النجاحات ورفع التحديات، لا سيما تلك المرتبطة بإبراز إنجازات بلادنا الكبيرة في الداخل كما في الخارج. On a vu cette scène des journalistes qui ont participé, qui ont salué Tebboune. Il y a même des déclarations. On va écouter quelques déclarations de quelques journalistes. Pour eux, c'est magnifique, on vit un rêve. L'Algérie, tout va bien. On ne peut pas avoir mieux, une liberté meilleure que celle qu'on vit en ce moment. On écoute. أنا سعيدة جدا بهذه المناسبة وبإشراكنا في هذه الاحتفالية بحضور رئيس الجمهورية الذي يعطي دائما القيمة لمكانة الصحفي. الصحافة في الجزائر هي القوة المسندة لكل الإنجازات والمكاسب. وفرحنا الرئيس لأن مالغري تو يخمم علينا ويجيبنا ويجمعنا، وأنا مسرورة جدا لأن تلاقيت مع الأساتذة مع الصحفيين. في الحقيقة نحن نرتقي جدا بالسنة الحميدة التي سنها السيد رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، يلتقي فيها رجال الإعلام ويعزز فينا الروح الوطنية وروح المهنية والانتماء أكثر إلى هذا البلد الذي أعطانا كل شيء، أعطانا المحبة، أعطانا التاريخ، أعطانا الفخر. Monsieur Djihad Halimi, je commence avec vous sur ce sujet. Moi, en tant qu'observateur, j'ai un petit peu des difficultés à suivre ces déclarations. C'est vrai que d'un côté, le Reporters sans frontières, il vient de publier un rapport qui décrit la situation en Algérie comme grave. On est sur la position de 145e par rapport à sur 180 pays. C'est très grave. Au moment où il y a maintenant, en ce moment, des journalistes qui sont emprisonnés, il y a des militants qui sont en prison parce qu'ils ont mis des likes sur Facebook. Ça, d'un côté. Mais moi, en tant qu'observateur, quand je vois Bouakba, par exemple, saluer Tebboune, quand on entend ces journalistes saluer la liberté d'expression, quand même, moi, en tant qu'observateur, je n'arrive pas à suivre, à trouver la ligne. Comment expliquer cette situation, M. Halim? À mon avis, premièrement, concernant Saad Bouakba, qui est un journaliste que je respecte beaucoup, premièrement, rencontrer un officiel, ça dépend toujours de l'objectif. Si l'objectif, c'est de se rapprocher puis de bénéficier de certaines faveurs, c'est toujours mauvais, c'est pas bon. Mais connaissant Saad Bouakba, c'est quelqu'un qui voulait mettre le régime face à ses contradictions. Donc voilà, vous m'avez accusé, puis aujourd'hui, il y a le président qui est là, qui s'échange non seulement des coups de main, mais même celle de Mali. Donc, c'était fait avant ça par Khaled Drarni, qui a été placé parce que l'ordre où est-ce qu'on place les journalistes, c'est important. Et Khaled Drarni, la fois précédente, et je pense Bouakba, ils ont été placés dans la table avec le deuxième homme de l'État. Donc, ça met le régime face à ses contradictions. C'est mon avis, je peux me tromper là-dessus. Maintenant,
concernant les opinions des journalistes qui se sont exprimés, écoutez, l'Algérie, ça va bien pour eux. Leur salaire, ça va bien. Ils sont très, très bien dociles. Ils vont dire ce que le régime aime entendre. Ils vont éviter ce que le régime n'aime pas entendre. Pour eux, ça va bien. Donc, ils sont... ça concorde avec leur vie, ce qu'ils disent. Mais la réalité est tout autre, malheureusement. Oui, il y a des journalistes qui sont emprisonnés. Oui, le classement de l'Algérie, on est 145e. Imaginez, je rentre voir mon père, Allah yarhamou, on dit Baba, rani khrajt 145 من 180. C'est sûr, on a fait à trait. Donc, mais pour eux, c'est normal ça, parce que les gens qui sont là, qui s'expriment, pour eux, ça fait leur affaire. Mais à mon avis, les médias en Algérie, ils ont besoin de quelque chose de fondamental. C'est pas une invitation ou un souper. Ils ont besoin de liberté pour faire leur travail. Ils ont besoin d'un règlement ou des lois qui contrôlent comment ils peuvent faire leur travail, qui est informer le peuple algérien sur les enjeux qui les concernent, tout en se protégeant et tout en ne pas causer des dommages, parce que comme vous savez, la parole, elle a son poids, puis on peut causer des dommages incroyables si on est un média, puis on diffuse des fausses informations. Et autre chose, c'est que j'ai entendu des journalistes remercier le président pour l'invitation. Écoutez, s'il y avait de la liberté en Algérie, ils ne seraient même pas obligés de remercier le président, parce qu'une association forte des journalistes va commémorer cette journée-là. Où est-ce qu'ils sont? Ils ne seront pas redevables à quiconque, mais juste être fiers d'honorer le métier qu'ils font. En fait, c'est pas un métier, c'est beaucoup plus une vocation, le journalisme. Puis ils ne seraient pas obligés de remercier Tebbo. Voilà. Très bien. Monsieur Gamal Abina, au moment où on voit ces vidéos où il y a une cérémonie grandiose, un show médiatique, Tebboune a reçu des dizaines de journalistes, même des journalistes connus étant un petit peu opposants au pouvoir. À ce moment-là, il y a ce rapport de... Vous êtes en France, vous connaissez bien Reporters sans frontières, sa crédibilité à l'échelle internationale. À nos amis, nous, en tant qu'Algérie, à la position de 145e sur 180, elle décrit la situation comme grave par rapport aux libertés de la presse. Comment vous expliquez ces deux événements? Bon, déjà, on va un petit peu calmer le jeu sur RSF. On se rappelle quand même que l'ancien directeur de RSF, qui était d'ailleurs un rapatrié d'Algérie et qui est d'extrême droite aujourd'hui, a quand même été toujours très très violent vis-à-vis de l'Algérie. Il a été très sympa avec le Qatar tant qu'il était payé, puis après il est redevenu violent. Donc moi je veux bien tout entendre, mais RSF c'est pas ma tasse de thé, ça reste une ONG française, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Après, concernant le fait qu'il y ait des journalistes qui aient été opposants et qui se retrouvent dans la même salle, c'est très positif. Ça signifie qu'il y a une volonté de l'Algérie de se rapprocher de tous ses enfants. Et je pense sur les questions, parce que j'ai vu quelques figures que je connaissais, dont Hassina, qui est la directrice de Salama, c'est des gens qui bossent beaucoup, qui essaient d'avoir des résultats de qualité, qui ne sont pas là pour cirer les pompes. L'envoyé d'Aloni, par exemple, qui était opposant, clairement, qui était dans le Hirak, qu'on avait reçu d'ailleurs à la radio très longtemps, hein, qui couvrait le Hirak à l'époque. Puis après, il est un petit peu parti sur autre chose. Et aujourd'hui, il est revenu sur le giron national et c'est très bien. Je pense qu'il faut donner, là encore une fois, une chance à la presse algérienne de se développer, de s'émanciper peut-être de lourdeurs, de vieux poncifs de l'époque, de vieux poids, de vieux réflexes qui sont là, hein, je vois bien. Mais je tiens à rappeler quand même, j'ai travaillé avec beaucoup de médias. Moi, j'ai travaillé avec des médias internationaux à travers le monde. Je travaille avec RT France, je travaille avec France Télévisions, je travaille avec évidemment des médias communautaires français, France Maghreb, Beurre FM. Je travaille aussi actuellement avec Sud Radio. Je travaille avec beaucoup de médias, un peu de tous les profils. Et il y a toujours effectivement un biais dans un média. On a toujours une orientation, un positionnement, ce qui est normal. Il n'y a rien de choquant à cela. Après, pour ma part, l'Algérie doit avoir des médias, non pas aux ordres, hein, contrairement à ce qui est dit, mais des médias qui défendent l'intérêt national, qui soient capables d'être offensifs quand il y a des offensives de la part d'ennemis de l'Algérie qui sont connus, hein, et qui doivent avoir une position effectivement équilibrée. Alors de dire qu'il y a des choses à améliorer, oui, c'est normal, mais tout doit s'améliorer. De dire que certains journalistes ont tendance à être un petit peu légers dans leur position et pas assez travailleurs dossier, ça arrive. Mais j'ai vu d'autres journalistes exceptionnellement bons. J'ai vu de la qualité, de l'intelligence. J'ai vu des gens qui se battent pour que la presse fonctionne. J'ai vu une presse écrite qui est très active en Algérie. Tous les pays africains ne se vanteraient pas de ça, ou les pays arabes encore. Donc je pense qu'en termes de perception de la presse, il faut être quand même assez relativisé. Il faut être un peu moins rentre-dedans parce que effectivement, si on prend un tableau général, on se dit on peut faire mieux. Oui, effectivement, on peut faire mieux. Ça s'appelle un progrès.
Mais de là à dire carrément que c'est verrouillé, c'est complètement ridicule. On est très loin de la Corée du Nord. Monsieur Gamala Binakan, vous venez de le dire, vous avez travaillé avec beaucoup d'organes médiatiques, entre autres français, algériens et autres. Je compte sur votre sincérité. Est-ce que vous êtes vraiment sincère quand vous dites comme quoi maintenant vous fréquentez les journalistes algériens? Est-ce qu'ils travaillent sans aucune pression? Ils sont libres à dire ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils couvrent les événements? Est-ce ils écrivent ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, sans avoir peur soit de leur enlever les publicités, donc on va la vanne monétaire, donc ils n'ont pas la possibilité de payer leurs travailleurs, ou parler des sujets qui peuvent fâcher le pouvoir? Est-ce qu'ils ont cette possibilité? Est-ce qu'ils se sentent libres d'exercer leur métier, M. Gamala Bina? Vous savez, il y a quelques journalistes qui parfois s'autocensurent, c'est vrai. Moi, j'ai travaillé dans des médias algériens, vous le savez déjà, et je retravaille à nouveau avec la presse écrite, beaucoup là. Et je vais revenir dans les médias algériens, parce qu'évidemment, j'étais écarté pour des questions d'ego, mais c'est pas très grave, ça arrive. Hein. Mais je suis pas du tout inquiet. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai noté, parce que c'est beaucoup d'amis journalistes. Hein. J'ai fait la presse écrite, j'ai fait les radios, les télévisions, toutes les télévisions, Nahar, AL24, Canal Algérie, et je suis assez fier d'avoir travaillé avec eux. Le sentiment général, c'est quoi? C'est que sur des questions politiques internationales, on fait attention, ce qui est normal, parce qu'il y a des tensions énormes actuellement, et parce qu'effectivement, on ne peut pas dire n'importe quoi. En France, c'est pareil, hein, quand il y avait des questions un peu tendues, on donnait quelques petits éléments comme ça, de dire calmez un peu le jeu, n'y allez pas trop fort. Parce qu'effectivement, il y a des relations internationales qui dépendent de l'État, il faut faire attention à ne pas délirer. Mais de là à dire que la presse est verrouillée, non, je ne suis pas d'accord. Il y a des journalistes très indépendants, très libres, qui disent ce qu'ils pensent, qui disent comme ils le pensent. Effectivement, et parfois ils les rappellent, hein, le rédac chef peut leur rentrer dedans. Mais ils ont quand même une indépendance d'esprit à qui je rends hommage, d'ailleurs, je vois très bien. Moi, quand j'intervenais, je vous dis pour être très clair, chaque fois que je suis intervenu, j'ai fait plus de près 600 émissions de télévision en Algérie. J'ai toujours eu une liberté de ton totale. Et pourtant, je suis quelqu'un de réputé comme étant rentre dedans. Pourquoi? Parce qu'on ne me disait pas ce qu'il y avait à dire. On n'était pas en train de me donner des directives, c'est pas vrai. Hein. Très bien. Je vous comprends, M. Gamala Bina, ce que vous dites, c'est très clair, mais j'ai des questions à poser sur ce sujet. Est-ce que vous pensez que le pouvoir, les médias algériens en ce moment, est-ce qu'ils peuvent, ils vous reçoivent à bras ouverts, ça c'est normal. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent recevoir, comme ils vous ont reçu, ils peuvent recevoir par exemple Tabou, par exemple Riaras? Est-ce qu'ils peuvent écrire des articles qui peuvent contredire la version officielle? Par exemple, Djelloul, il a été invité dans une chaîne algérienne, il est arrêté, personne n'en parle. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Il n'y a eu jamais un débat contradictoire. Est-ce que vous pensez qu'en France, en Algérie, est-ce qu'on peut vous inviter, vous, et peut-être avec Djihad Halimi ou Lies Jbeili ou Lelou, dans un débat dans une chaîne algérienne? Vous savez, le prisme différent, c'est que le président a dit une chose, je répète exactement ce qui a été dit par lui, et j'ai apprécié cette parole. Il a dit tout le monde peut passer à la télévision algérienne dès lors, et c'est des conditions, qu'il n'insulte pas l'État. Ce qui est parfaitement normal. Moi, par exemple, la télévision française m'a viré parce que j'avais insulté, je m'étais moqué de Sarkozy. Donc ça, c'est classique, il n'y a pas de surprise. Après, de dire qui on peut inviter. Il y a des opposants qui ont été invités, qui parfois étaient un peu véhéments, et s'ils arrivent dans une posture un peu trop insultante, je parle d'insulte, on ne parle pas de critique, s'ils n'apportent pas... Non, je ne parle pas d'insulte, M. Gamala Bina, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un de raisonnable qui accepte les insultes, mais par exemple, Djihad Halimi ou Lies Jbeili, ils ont des critiques acceptables, quand même débattables, c'est ça le débat. Oui, mais la critique n'est pas la suite, je vous explique. Vous dites, par exemple, vous utilisez le terme qui me dérange, vous parlez toujours de régime. Je suis désolé, ça c'est un terme qui appartient à d'autres. On devrait le bannir. On peut ne pas être d'accord politiquement, on a le droit. Mais utiliser le terme de régime au lieu du gouvernement, c'est un problème. C'est un gouvernement. Il vous plaît peut-être pas, mais c'est un gouvernement qui a été élu. Après, bien élu, mal élu, ça c'est au jugé. Mais ce qui est certain, c'est que d'utiliser les termes de l'adversaire contre nos pays, moi je suis ultra-nationaliste. Je fais pas de politique, je vous le dis franchement. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'économie, c'est de faire l'influenceur, entre guillemets, pour pousser les gens à investir chez nous. C'est ça mon travail. Et j'espère bien le faire. Mais je suis pas dans une démarche à me dire, voilà, il faut faire tomber le régime. Ça, j'aime pas ça. Non, mais les régimes, on les connaît. Je parle pas de ça, monsieur. Je parle d'un débat contradictoire. Par exemple, Djelloul, il avait donné son avis, maintenant il se retrouve en prison. C'est ça que je veux dire. Alors, je ne sais pas ce qu'il a dit, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je ne le connais pas. On parle d'un personnage que je ne connais pas. Moi, je ne parle pas de gens que je ne connais pas. Djelloul, c'est l'expert qui a parlé au sujet du projet de Raj Billet. Oui, d'accord. Donc, je pense, je ne connais pas exactement le terme du débat, on en parlera une prochaine fois si vous voulez bien. Moi, je reste sur ce que je sais. Par exemple, j'ai demandé au rédac chef,
J'ai dit, est-ce qu'on peut amener des débats contradictoires pour créer effectivement un petit peu de réflexion? Oui, il m'a dit oui, mais il faut faire attention parce qu'il ne faut pas déraper en disant des bêtises. Ce qui est logique. Parce que le problème du débat contradictoire, c'est que très rapidement, il y a les gens, surtout nous, on est sanguins, qui sont capables de monter en gamme et d'en arriver à l'invective. Ça m'est déjà arrivé sur votre plateau, par exemple. J'ai été agressé, après ça s'est continué sur Internet, par un intervenant, je ne donne pas son nom parce que c'est pas intéressant, qui m'a insulté vertement sur le net. Là, on n'est plus sur le débat contradictoire, qui m'a insulté sur le plateau. Il y en a un autre qui a dit que j'étais un Algérien d'importation. Ce genre de stupidité. Bien sûr, on l'a arrêté sur place, on a même... Oui, j'entends bien. Mais je vous dis, c'est une discourtoisie que je n'accepte pas. Parce qu'il ne soit pas d'accord avec moi. Moi qui suis nationaliste et ultranationaliste, je ne prends pas de leçon. J'ai toujours travaillé pour le pays par rapport à la question de la mémoire. Je me suis battu en France tout le temps avec les associations pour obtenir des résultats. Et je ne demandais rien en contrepartie. Très bien, M. Gamal Abina, je reviens à vous. Monsieur Lelo, vous avez entendu Gamal Abina, il a fréquenté beaucoup de journalistes, il a fréquenté, il a travaillé pour la presse algérienne. Pour lui, tout le monde a le droit de s'exprimer, à part bien sûr ne pas dépasser les lignes rouges. C'est les insultes, attaquer les intérêts de l'Algérie. C'est ça le problème, Monsieur Lelo, en Algérie, c'est les insultes et le travail avec l'ennemi, si je peux dire. Vous savez, le nationalisme, l'amour de la patrie, tout ça, c'est les noms du temps. On n'a pas besoin de le dire. Les insultes pendant les débats, qu'il y ait des dépassements, ça arrive même dans les pays où ils pratiquent la démocratie, la liberté d'expression pendant des années, les dérapages, ça arrive. Régime, oui, nous avons affaire à un régime de police politique, illégitime. Moi, je ne reviendrai pas là-dessus. Il n'y a pas de débat politique. On a vu quelques passages de petits journalistes autour du mangeoire qui mange les restes, avec le cirage des pompes. C'est tout à fait ce qui se passe, parce que c'est tellement ridicule et lamentable. Que je sois invité personnellement à la télévision algérienne, j'ai été approché, mais j'ai dit direct. Je ne fais pas d'enregistrement. Quelqu'un qui m'a dit, je dis non, je ne ferai pas d'émission parce que moi, je ne veux pas être enregistré. En Algérie et ailleurs, mais ce n'est pas grave. Les ONG, moi non plus, ce n'est pas ma tasse de thé. Pour y avoir travaillé pendant des années, je les connais de très près et je ne fais pas confiance aux ONG, que ce soit RSF ou autre. Pour moi, ils n'ont pas cette crédibilité qu'on leur donne. Mais le problème le système algérien, dites-moi de grâce, quelle est la différence entre ce qui se fait et ce qui se dit en Algérie maintenant et ce qui se faisait avant 2019? C'est exactement la même chose. Il n'y a rien de changé. C'est la même chose. Il ne faut pas être dans ce déni. À la limite, moi, ça me fatigue. Moi, honnêtement, aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire cette émission parce que ça tourne autour de personnes, alors que normalement, un pays qui se respecte, ce sont les institutions. Les personnes partent et reviennent et partent à jamais. Ce n'est pas ça qui importe. Et le problème de l'Algérie, ou plutôt de ce régime, il y a un blocage, mais ils essaient toujours de faire dans la forme, essayer de présenter les choses comme si elles étaient différentes. Elles ne sont pas. Prenez les images que vous avez aujourd'hui, mettez-les côte à côte avec les images d'avant 2019, c'est exactement la même chose. Mais par rapport à ces images dont vous venez de parler, monsieur Lelo, finalement, le mal en Algérie, ce n'est pas que le régime, même sa société civile, ses intellectuels, puisqu'on vient de voir une bonne partie des médias, des journalistes, même ceux qui sont supposés être un petit peu opposants au pouvoir, ils sont réunis, ils saluent Tebboune. Est-ce que c'est un message pour dire comme finalement en Algérie tout va bien? Maintenant, si vous faites allusion c'est pas que Abou Akbar, il y a d'autres journalistes aussi dans la même salle. Moi, la personne parmi les personnes que vous avez montrées, la seule qui aurait de la crédibilité, et là je rejoins M. Halimi, peut-être que Abou Akbar
par ce comportement, il a envie de dire, vous voyez, moi je suis plus grand que ce que vous pensez, moi je suis pour le pays, hier vous m'avez insulté, vous m'avez traité de tout, et maintenant vous me recevez. Je ne peux pas rentrer dans les détails, je ne le connais pas, je ne sais pas les motivations, je n'ai pas envie de mettre en doute sa sincérité ou son patriotisme. Et c'est ça le problème, c'est ça le problème de beaucoup de gens qui supportent ce régime, c'est que si nous sommes contre ce régime, nous sommes anti-algériens. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter, nous connaissons l'Algérie. Si nous avons décidé de nous opposer et de passer outre tous les privilèges qu'on pouvait avoir, ça montre notre sincérité. Parce que moi, si j'avais décidé de jouer le jeu et de rentrer dans ces micmacs et de prendre ce qu'on me donne, parce que sans me targuer, je ne suis pas en train de parler de ma personne, mais beaucoup d'Algériens, surtout à l'étranger, ont été approchés pour justement faire dans la promotion de ce régime avec des promesses, voyager en Algérie, hôtel 5 étoiles, conférences et machin. On connaît cette histoire. Il y en a qui acceptent, ça c'est leur problème, et il y en a qui refusent. Très bien. Et moi je fais partie de ceux qui refusent. Très bien, c'est très clair. Monsieur Ledjbali, j'aimerais bien d'abord écouter M. Bouamama, le ministre de la Culture, la communication, pardon. Il a félicité les journalistes, apparemment, on va l'écouter. أتوجه لكم بصادق الامتنان وجزيل العرفان وأنتم تحررون يوميا كلماتكم الصادقة وتنقلون الحقيقة كما هي وتضعون الجزائر عنوانا يسمو ويسبق كل عنوان وتجندكم الدائم في نقل صورة الجزائر وصوتها إلى العالم ومغالبتكم بكل احترافية واقتدار لتلك الحملات الخبيثة والممنهجة التي تحاول يائسة النيل من الجزائر وشعبها الأبي. Monsieur Ledjbali, vous l'avez entendu, M. Bouamama, c'est la même chose avec M. Gamal Abina, c'est que les journalistes sont dans un combat pour protéger l'Algérie contre ses ennemis. Bien sûr, il ne faut pas insulter, qu'il y a du professionnalisme dans l'activité journalistique en Algérie. C'est quoi votre avis quand on voit ces images contradictoires entre ce que le show médiatique qu'on vient de voir et la réalité de beaucoup de médias, surtout avec le rapport de Reporters sans frontières? Comment expliquer ce dilemme? Monsieur Ledjbali? Oui, pardon. Moi, je fais partie de l'axe de résistance soft, mais je reste impartial dans ma façon de voir les choses. Quelque part, j'ai un esprit aurétien, héritier de mes ancêtres, quelque part, sur lequel j'articule mes arguments et j'avance, pour ne pas perdre surtout de notre crédibilité quand on veut vraiment dire les choses de façon honnête et correcte. Parce qu'on est comptable devant l'histoire, devant le peuple, et même devant les autorités algériennes, ou le régime ou le pouvoir algérien, peu importe le qualificatif que vous souhaiteriez lui attribuer. Tout le monde sait, la rejour à faire, depuis 2019, la presse libre a cessé d'exister en Algérie. Et la presse libre et indépendante, elle a cessé d'exister en Algérie. Elle est muselée et réduite au silence. Il faut dire les choses aussi, pour rester correct. Il se fut un temps où la presse indépendante, oui, algérienne, occupait une place, on va dire, essentielle dans le paysage politique de la presse algérienne. Malheureusement, depuis 2019, c'est fini. Je ne suis pas dans le jugement des personnes. Je respecte beaucoup, énormément le doyen des journalistes algériens, M. Bouakba. Je le respecte beaucoup parce qu'il a apporté beaucoup à la presse. Sa présence ici, peut-être,
peut-être c'est un message et un acte de résistance envoyé, je ne dis pas aux autorités algériennes, au pouvoir et au régime algérien qu'il a mis en prison à l'âge de... Il avait 80 ans. Quant aux autres personnes, je n'ai pas... J'ai ma petite idée, mais je ne suis pas dans le jugement hâtif des personnes. Ce qui m'a aussi choqué, je le dis, je trouvais c'est choquant, certaines personnes qui font partie de l'opposition, qui s'arrogent de donneurs de leçons et qui se retrouvent ici, à la fois on critique le régime, on critique d'emprisonner des journalistes, d'emprisonner l'économiste Slama, parce qu'il a porté des chiffres, qu'on soit d'accord ou pas, d'autres journalistes, et qui se retrouvent ici. Je ne vais pas dire la mangeoire ou pas, ces termes-là, mais je veux dire présent, faire partie de ce décor. Quant aux journalistes, les femmes journalistes que je rends hommage quand elles disent qu'il nous a fait honneur, madame, au moins, smhili, respectez votre profession, votre job. Moi, je suis ingénieur, je suis sorti d'une école dans l'Algérie, je respecte ce que je fais. Je respecte ce que j'ai appris. Mais vous, vous êtes journaliste. Vous devriez respecter le vôtre. Vous savez très bien, chère madame, que la presse libre et indépendante, elle est réduite au silence en Algérie. Et quasiment l'article 87 bis, qui pénalise tout discours discordant, vient en appui pour discriminer toute forme de presse libre. Très bien. Nous parlons même pas de l'article 95 bis. Non pas. Alors dans la Constitution algérienne, on parle du fameux article 54, qui vante la presse libre. Elle est où cette presse libre? Est-ce que le fait de parler comme ça, nous sommes contre notre pays? Est-ce que moi, en tant que l'USB, il est contre son pays? Personne n'a le droit de me dire ça. Et je reste dans la critique objective. Objective. Parce que mon pays passe au-dessus de tout. Et c'est ça la réalité. Pour finir, et pour ne pas confisquer la presse libre, il n'y a pas de presse libre en Algérie. La presse, elle est confisquée. La presse indépendante, elle est anéantie. Quant aux médias nationaux, ils sont sous la coupole du pouvoir. Est-ce que vous savez que certains médias ont été asphyxiés financièrement parlant pour ne pas exister? On les a poussés à la mort subite. Un infarctus myocarde, une embolie pulmonaire, pour ne pas les laisser exister en Algérie. Et vous me dites, on va construire le pays après 60 ans, vous me parlez encore de reconstruction? C'est Tinsna. Il y a des pays qui sont reconstruits après 40 ans d'existence. Et mon message n'est pas contre M. Tebboune ou contre ceux-ci, loin de là. C'est contre une forme de gouvernance qui ne veut pas comprendre et qui refuse toute alternance démocratique. À dire la réalité. Très bien, Ilyas, restez avec nous. On va passer à dernier sujet. 81 ans depuis les massacres horribles de Kharrata, Stif également et d'autres régions. Il y a des dizaines de milliers de morts massacrés par l'armée coloniale. On va revenir à cet événement, à cette commémoration avec ce discours de M. Tebboune. Il a diffusé, je peux dire, une lettre pour les Algériens. On va l'écouter un petit peu quand il a décrit ce crime contre l'humanité. On l'écoute. Souvenir de l'un des massacres et crimes contre l'humanité les plus atroces de l'époque moderne. Il ravive cette image empreinte d'une haine coloniale parmi les plus terribles qu'ait connue l'humanité, révélatrice d'un mépris manifeste pour le droit à la vie. Une image qui traduit une faillite morale dépourvue des valeurs de civilisation dont certains milieux extrémistes continuent encore aujourd'hui de se prévaloir à travers le mensonge du colonialisme porteur de civilisation. À l'opposé total de cette prétention fallacieuse, les massacres du 8 mai 1945 furent une véritable extermination collective d'Algériens sans défense, parmi lesquels des femmes et des enfants sur leur propre terre et dans leur propre patrie, alors qu'ils réclamaient leur droit à la liberté. خرج من المجلس الشعبي الوطني تاع تجريم الاستعمار هذا نضج سياسي لأن الدستور يعطيهم الحق باش يتقدموا بقوانين. Ils l'ont fait.
Ça a été rectifié par le مجلس الأمة حتى يخليها تتماشى مع التصريحات تاع الدولة الجزائرية من خلال رئيس الجمهورية. Monsieur Djed Halimi, vous avez entendu Tebboune, apparemment, puisqu'il a confirmé, c'est lui qui a bloqué ce texte de criminaliser le colonialisme, parce que ce n'est pas pour des raisons peut-être d'État, mais l'essentiel c'est que dans sa lettre, lui, il décrit ce crime contre l'humanité, un massacre des Algériens innocents, des femmes, des enfants, des vieux. Et ce n'est pas le seul massacre. Depuis 1830, on a vécu des massacres continués. Et même après l'indépendance, on a vu les essais nucléaires. Tout ça, ça n'a pas encouragé le régime algérien de promulguer cette loi que tout le monde, tout Algérien, attendait. Comment expliquer ces crimes horribles décrits par le Tebboune et le fait qu'il n'ose pas ou il a bloqué cette loi pour criminaliser justement ces crimes horribles? Ces crimes-là, c'est des crimes absolument horribles commis contre notre peuple. Le fait qu'il y ait une reconnaissance ou pas, documentée ou pas, pour moi, c'est pas très important. Pour moi, c'est les leçons qu'on tire de ça. Le 8 mai 45, c'était tellement horrible que c'était le jour du décès du militantisme politique pour la cause nationale. Ce jour-là, les gens ont compris qu'il fallait prendre les armes contre notre colonisateur. Et c'est une leçon extrêmement importante et je tiens à le souligner à chaque fois, c'est que ce peuple-là, le peuple algérien, il est silencieux, mais le jour où est-ce qu'il se rend compte que les portes de changement pacifiques sont là, ça sera très dangereux pour notre pays et pour notre peuple. Et je tiens à rappeler à tout le monde que ces événements-là, c'est une leçon extrêmement importante. Puis on peut les appliquer parce que l'histoire, c'est comme un cercle qui revient, c'est toujours différemment, mais les mêmes choses reviennent. En 2019, réprimer les manifestants pacifiques qui demandaient des changements. C'est sûr, c'est pas la même ampleur, pas d'un massacre, mais il y a une volonté de changement qui a été réprimée. Cette répression-là ne peut pas durer longtemps. Il y a un général français qui a dit à son gouvernement dans le temps, je vous ai donné 10 ans de paix, mais en Algérie, tout doit changer. 9 ans après, il y avait le 1er novembre. Donc, juste avant-hier, j'ai fait une publication pour chaque 8 mai 45, il y a un 1er novembre 54. Donc, qu'il y ait une reconnaissance des autorités françaises de ça, ou non, moi, ça me change rien. J'ai pas besoin d'un paiement parce qu'il n'y a rien qui peut payer la douleur qu'a payé de mon peuple, de cette tache noire de notre histoire. Mais il faut qu'on apprenne en tant qu'Algérien. C'est la première fois, c'est l'une des premières fois dans cette histoire moderne-là qu'on prend le contrôle de notre pays. Est-ce que vraiment il faut faire exactement les mêmes choses que le colonisateur? C'est sûr, encore une fois, je ne parle pas de la même intensité ou on ne parle pas de massacre, mais encore une fois, on parle de répression de la volonté d'un peuple. Est-ce qu'on veut, en tant qu'Algérien, refaire ça à des Algériens comme nous? J'aimerais bien que cette leçon-là arrive dans les oreilles de nos décideurs, que j'appelle le régime et que j'appellerai le régime. Encore une fois, voilà, j'ai terminé. Merci. Super, monsieur Djed Halimi. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Inch'Allah, une autre fois. Merci beaucoup. Monsieur Gamal Abina, je reviens à vous. Vous avez entendu monsieur Tebboune dans son message au peuple algérien. Il était clair, c'était des massacres horribles. Et là, il n'y avait pas de distinction entre les femmes, les enfants, les hommes. C'était un crime contre l'humanité. Mais malgré tout ça, c'est un petit exemple. Même pendant la Révolution, 1,5 million d'Algériens qui ont été massacrés. Depuis 1830, c'est la même chose. Mais malgré ça, on n'ose pas promulguer cette fameuse loi pour criminaliser ce fameux colonialisme. C'est quoi le problème, M. Gamal Abina? Pourquoi on n'arrive pas à promulguer cette loi? C'est pas tout à fait exact. C'est pas de pas faire la loi contre la criminalisation du colonialisme. C'est les termes du débat qui ont été changés. Le président algérien a dit, avant cette loi,
qu'on ne demande pas d'argent à la France. D'abord, c'est un pays qui est surendetté. Le but n'est pas là, c'est de dire que les Français doivent reconnaître les crimes perpétrés en Algérie. D'ailleurs, Macron a fait un geste hier. Il a dit, effectivement, alors qu'il parlait de 8 mai 45, victorieux occidental, il a dit qu'il y avait des massacres qui ont été commis. Il s'est même trompé. Il a mis une ville en trop, il a marqué Béjaïa, il s'est trompé. Guelmar Khelata Estif. Donc il a annoncé effectivement que c'était des crimes impardonnables. Et les Algériens demandent. Parce que, M. Gamel, quand je parle de cette loi qui n'a pas été promulguée, je veux dire comme quoi là, les deux articles principaux, ils ont été enlevés. C'est l'esprit de cette loi qui a été complètement changé. Je veux dire. Non, c'est pas l'esprit. Il a une logique. M. Tebboune dit quoi? Il dit on doit demander, on doit exiger de la France qu'elle reconnaisse ses crimes. Il a raison. On ne demande pas d'argent, on n'est pas des mendiants. Et il faut absolument qu'elle le fasse. Il rappelle que les crimes sont permanents. Je rappelle que la télévision algérienne, si vous la regardez, elle passe son temps à faire des documentaires qui parlent de cela. Donc la question n'est pas de savoir. Il y a un film très bien fait, d'ailleurs, Héliopolis, qui a été fait par Gassem Jaffar, qui parle du mai 45. Donc c'est documenté, c'est explicité. Et l'exigence algérienne, c'est que les Français reconnaissent leurs crimes. On ne leur demande pas d'argent, parce que ça ne sert à rien. Les gens sont morts malheureusement depuis longtemps. Mais qui reconnaissent les crimes coloniaux. Et il faut être très précis. Il ne faut pas dire la loi ne passe pas, puisque le président est d'accord pour le faire de reconnaître les crimes, mais il ne va pas se mettre en porte-à-faux. Le Parlement fait une loi qui dit payer, et le président dit ne payez pas. Ça n'a pas de sens. C'est que ça le problème, c'est pas autre chose. Maintenant, il n'y a pas de recul sur ces questions-là. Le président le répète en permanence. Il faut être très clair. Rappelons les éléments rapidement. Quand on parle des 45 000 morts du 8 mai 45, la symbolique est forte. Pourquoi? Parce que les responsables de l'ambassade américaine qui ont assisté aux 2 mois de massacre, c'est ça qui s'est passé. Après qu'on ait assassiné un jeune scout, il y a une centaine d'Européens qui sont tués. L'armée française donne des armes aux Européens, aux colons, à la police, à tout le monde. Et il massacre 45 000 personnes, des civils essentiellement, évidemment, puisqu'il n'y a pas d'armée. C'est que les civils. Eh bien, quand il y a des massacres, c'est la chasse à l'arabe qui est mise en place. C'est la barbarie sans limite, alors que la France sort de la période coloniale nazie, où il y a eu des massacres de masse, et les Français s'autorisent à faire la même chose en Algérie. Donc il faut faire attention au terme du débat. La question n'est pas de savoir si l'Algérie exige, et elle exige, elle a raison de le faire, que les Français reconnaissent ces crimes et demandent pardon. C'est ça, in fine, le problème. La question est de savoir quand ça va arriver. C'est ça la question. Macron est le président qui est le plus enclin à le faire. Il a reconnu par exemple l'assassinat du père d'un ami à moi, de Sami Bongel, son père Ali Bongel, qui a été assassiné. Il l'a reconnu parce que Benjamin Stora, qui en a dit lui-même, a demandé à Macron de faire ce geste fort. Maintenant, il faut dépasser ça. Les petits symboles, c'est beau, mais il faut aller aux grands gestes. Et je pense que là où l'Algérie a raison dans une relation saine, d'exiger cette reconnaissance, c'est pas seulement pour l'Algérie et la France, non du tout. C'est qu'il faut rappeler quand même qu'on estime qu'il y a entre 3 et 6 millions d'Algériens qui vivent en France et que tant que ce fait barbare n'est pas reconnu par la France avec une demande d'excuses, donc d'une certaine manière, qu'ils font ce que les Allemands ont fait aux Français, demande des excuses, il ne peut pas y avoir de relations saines. On écrit une histoire sur la base d'une écriture. Pourtant, M. Kamel Benov sera avec nous, avec moi, que l'Allemand jusqu'à maintenant, jusqu'à 2026, elle est toujours redevable aux Juifs. Elle a demandé pardon à l'État israélien. Elle donne toujours de l'argent jusqu'à maintenant aux familles des déportés et ceux qui ont été massacrés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est peut-être leur droit, mais c'est la même chose que les Algériens par rapport à l'armée française qui ont fait peut-être les mêmes massacres. Et demander pardon, c'est le minimum. Et demander de l'argent à leur famille, c'est encore leur droit. Ce n'est pas le président qui va dire comme quoi non, on n'a pas besoin d'argent, ce n'est pas pour vous, c'est pour la famille et les descendants de ceux qui ont été massacrés. Vous savez, il y a une réalité. Si on se positionne comme des mendiants, on ne va pas y arriver. La noblesse des Algériens, c'est pas demander l'argent. On a ce qu'il faut, on travaille, on est des gens nobles. La noblesse des Algériens, c'est d'exiger que la France demande pardon. Et le problème de la France, c'est qu'elle refuse de demander pardon. Il n'y a pas eu de procès de Nuremberg sur l'Algérie. Il n'y a pas eu de criminels qui ont été tués. Les assassins du 17 octobre, je suis en train de préparer justement les prochains événements sur le 17 octobre avec le comité d'action du 17 octobre. Les assassins, les policiers qui ont assassiné 300 Algériens n'ont jamais été inquiétés. Donc la question c'est quoi? C'est est-ce qu'on va continuer éternellement à accepter qu'un pays qui a une arrogance naturelle, malheureusement, s'autorise à nier ses crimes? Et je vais donner le rythme un petit peu pour que vous ayez une idée précise. La colonisation a tué 1 million de personnes en rentrant. Ils ont tué 1 million de personnes, un tiers de la population. Ils sortent, ils tuent 1 500 000 personnes. Ok, très bien. Pendant les 132 ans, puisque l'Algérie s'est toujours battue, il n'y a jamais eu d'écrasement total de l'Algérie, on estime qu'il y a entre 4 et 5 millions de personnes qui ont été assassinées. Eh bien, il n'y a pas de criminels, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de tuerie, il n'y a rien. Vous savez, c'est quoi le rythme d'assassinat en Algérie pendant 7 ans et demi? On donne le rythme avec les chiffres français, pas algériens. Donc je prends les chiffres les plus bas. 300 000 morts.
ça fait 600 personnes assassinées par semaine pendant 7 ans et demi. Oradour-sur-Glane, c'est 630 personnes qui ont été assassinées par les nazis. Les Français en parlent depuis 80 ans en pleurnichant, ce qui est normal, puisque c'est un crime imprescriptible. Par contre, ils ne regardent pas les 600 personnes par semaine en Algérie. Il faut rappeler que chaque semaine, il y avait un Oradour-sur-Glane en Algérie. Et quand Apathy dit ça, il ne le dit pas assez bien. Il ne le dit pas assez fort. Moi, je le dis. Donc, il faut aujourd'hui, c'est une responsabilité de nous tous Algériens, faire pression sur Macron et sur la France pour qu'enfin ils demandent pardon. Après, la question financière, vous savez, les gens qui ont été assassinés en 1945, ils ne sont plus là, c'est les ayants droit. Les assassinats du 1,5 million de martyrs, ils ne sont plus là, malheureusement. Moi-même, mon grand-père a été assassiné par les colons français, par l'armée coloniale française. Je ne vais pas réclamer de l'argent de ce pays, ça ne m'intéresse pas. J'exige, par contre, qu'ils demandent pardon, ce qui est le minimum syndical. Très bien. Même ce pardon, là, des excuses, le président de la République, puisqu'apparemment il a bloqué aussi cet article. Je reste avec nous. Monsieur Hamid Lelou, je reviens peut-être, puisqu'on parle toujours de cette relation algéro-française, je vais écouter la déclaration de l'ambassadeur de France, M. Ramaté, qui est revenu hier en Algérie. Il a participé même à la commémoration à cette. Il faut l'écouter. Bonjour, très heureux d'être ici. C'est aujourd'hui mon retour en Algérie et je commence à Sétif. C'est pour moi un grand moment d'émotion. Après un an d'absence d'Algérie, de ce pays que j'aime tant. Et tout à l'heure, lorsque les roues de l'avion ont touché la piste d'atterrissage de l'aéroport de Sétif, j'ai ressenti un très grand moment d'émotion. L'émotion quand on revient sur cette terre d'Algérie. Et je suis très content d'être à côté de Khelim pour cette journée très importante du 8 mai. Aujourd'hui, Ramaté est indésirable en Algérie, je le rappelle et je le dis haut et fort, il est indésirable en Algérie parce que ce type de comportement qui n'honore pas la diplomatie tout simplement, qui n'honore pas les us et coutumes de la diplomatie, de quel pays qu'il soit, et l'Algérie le fait entendre avec ce rappel à l'ordre, avec ce rappel aussi des principes fondamentaux qui régissent les relations. Monsieur Hamid Lelou, à la fin, je pose la question, pourquoi cette crise? Parce qu'apparemment, maintenant, les relations reprennent comme avant. Pourquoi on a causé toute cette crise pendant une année et demie pour à la fin revenir à la case départ? Vous savez, la personne que vous venez de montrer qui a tout dit pour justifier, pour PNJ, persona non grata de l'ambassadeur de France, il revient demain sur le plateau, il va dire tout le contraire, il va justifier la présence de cet ambassadeur parce que les relations algéro-françaises ne peuvent pas rester au point mort, il faut avancer. Et d'ailleurs, il ne faudrait pas qu'elles restent au point mort. Je reviens encore au régime politique, qu'en déplaise à certaines personnes. Au sein de ce régime en Algérie, tout le monde n'est pas anti-français. Il y a certaines personnes dans le régime qui supportent les intérêts de la France, les intérêts d'autres pays, peu qui supportent les intérêts des Algériens. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas cette régularité. Et c'est pour ça qu'il y a ce rétropédalage. Parce que tout ce qui a créé, soi-disant, cette crise, ce sont les déclarations de Macron par rapport au Sahara occidental. Absolument. Le Sahara occidental, la France n'a pas bougé d'un iota sur ses positions. Et pourtant, ce régime accepte de reprendre ses relations au niveau normal. La même chose avec l'Espagne. L'Espagne n'a jamais reculé sur ses déclarations. L'Italie n'a jamais reculé sur ses déclarations, que ce soit au niveau de la crise par rapport au Sahara occidental, qui au passage, faut le dire, moi je partage beaucoup de vues de ce régime parce que je sais qu'il y a une partie opérationnelle algérienne qui travaille pour les intérêts de l'Algérie et cette crise du Sahara occidental, c'est une crise qui concerne l'Algérie au premier lieu parce qu'il y va de l'intérêt national, de la sécurité nationale. Justement, pourquoi créer cette crise à cause de ça? À la fin, après une année et demie, on revient à la case départ et là, comme vous avez dit... Il faut leur poser la question. Moi, sur ce plateau, il y a quelques mois, quand on avait parlé de la criminalisation de la colonisation au niveau du Parlement, j'avais dit absolument, il faut le faire, mais je sais que ce Parlement n'est pas capable de le faire. Il n'est pas qualifié. Il n'est pas qualifié et d'ailleurs, le futur nous le dira. Et d'ailleurs,
quelques mois après, ce pseudo-président qui a annulé cette déclaration du Parlement. Pourquoi? Parce que je dis, quand vous travaillez au niveau international, vous ne pouvez pas faire que des cris à droite et à gauche. Il faut le faire de manière très organique, c'est-à-dire qu'il y a des lois internationales. Il n'y a aucune loi internationale qui criminalise le colonialisme. Donc, avant de mettre, il ne faut pas mettre la charrette avant les bœufs. Il faut déjà travailler au niveau des institutions internationales, en collaboration avec tous les pays qui ont été colonisés, en particulier dans le cadre africain. Au passage, sous le leadership du Ghana, il y a quelques mois, les Ghanéens et d'autres pays africains ont réussi à récupérer des biens spoliés, volés par la France et l'Angleterre, les articles d'art, les bijoux, je ne sais pas quoi, il y avait pas mal de choses. Mais ce n'est pas que le Ghana qui avait fait ça. C'était un groupe, c'était un conglomérat de pays qui ont monté ce dossier et qui ont eu gain de cause. L'Algérie, en décidant de faire cavalier seul, eh ben, ils se sont retrouvés face au mur. Et c'est ça le problème que j'avais mentionné à cette époque-là. Il fallait travailler au niveau des institutions internationales, travailler pour créer, parce que comment voulez-vous défier ou bien criminaliser quelque chose si vous n'avez pas de loi par rapport à ça? Parce que même vos lois, il faut qu'elles soient basées sur le droit international. Les cas que vous avez mentionnés avec la Shoah et les autres crimes, même au niveau de la Bosnie, au niveau de la Yougoslavie, etc., ce sont des lois qui ont été faites au niveau des institutions internationales. Et après, vous pouvez aller vers le national et créer des lois qui font référence à ça. L'Algérie n'a pas fait ça. Très bien. Et c'est ça le problème. Très clair, monsieur Hamid. Monsieur Ledjbali, je vais finir avec vous, si vous me permettez. Je vais avoir votre avis sur ce sujet, la recherche française. C'est vrai que l'Algérie, maintenant, sur les médias, on crie fort qu'on va rester une victoire algérienne. L'ambassadeur français qui revient sans que nous, en désignant encore notre ambassadeur, et la France qui envoie la ministre déléguée aux armées, ça, c'est toute une victoire pour l'Algérie. Vous pensez que vraiment c'est une victoire parce que si on revient à l'origine de cette crise, c'était bien sûr, comme M. Lello l'a bien mentionné, c'était la crise, la déclaration de Macron par rapport au Sahara occidental. Et après une année et demie, apparemment, la France n'a pas changé d'avis. Et c'est quoi, à votre avis, ce débat, la victoire algérienne par rapport à ces relations algéro-françaises? Tout d'abord, c'est nullement une victoire algérienne. J'attire votre attention que les relations se sont dégradées suite à la reconnaissance de la France, la marocanité du Sahara occidental. Et d'ailleurs, c'était lors du G20 à Bari en Italie que M. Macron, il a dit à M. Tebboune, écoutez, la France va reconnaître. Et M. Tebboune lui a dit, si vous reconnaissez, attention, vous allez commettre une erreur. D'ailleurs, Macron, il a assumé au nom de la France, il a exercé sa souveraineté. Et à partir de là, tout a été explosé en plein vol, si je me permets cette expression. Tout d'abord, c'est que, revenant au 8 mai 1945, ce qui a été commis en Algérie, c'est des crimes de masse. C'est des crimes de masse. Non seulement les crimes de masse, les enfumades, du sanguinaire barbare, le général Bugeaud, les crimes contre l'humanité. Quand Macron est venu en 2017, il a dit ce qui a été commis, c'est des crimes contre l'humanité. Macron, il était dans la justesse du verbe aussi, il faut reconnaître aussi. Macron, c'est le seul président français qui a fait beaucoup de gestes pour l'Algérie. Je ne dis pas le régime pouvoir, pour l'Algérie. Mais le régime, le pays, qui a fait beaucoup de gestes pour le pays. C'est Emmanuel Macron. Même Chirac, il ne l'a pas fait. Chirac, durant son mandat, il voulait faire un traité d'amitié. Heureusement qu'à cette époque-là, Bouteflika, il n'a pas accepté. Le traité d'amitié, il faut le faire quand vous reconnaissez vos crimes. C'est important. Peut-être l'acte de repentance
il relève du religieux, mais au moins que la France reconnaisse ce qu'elle a fait en Algérie. Parce que la colonisation française en Algérie est une colonisation absolue. Absolue. Maintenant, revenons à cette situation. Tout le monde en une minute, monsieur Elias, si vous me permettez. Oui, rapidement. Monsieur Romaté, il a été déclaré personne indésirable. Par qui? Par le pouvoir algérien. Et du coup, on lui a donné l'injonction de quitter le pays. Mais qui l'a fait venir? C'est pas le pouvoir algérien. C'est monsieur Macron qui a donné l'ordre aussi à monsieur Romaté de regagner son poste à Alger. Est-ce qu'avec l'accord d'Alger ou pas? Avec ou sans accord à Alger, c'est M. Macron qui a décidé que M. Romaté, ambassadeur de France en Algérie, de rejoindre son poste à Alger. Pour vous dire que le pouvoir algérien, il est isolé. Et je vais vous dire quelque chose, et ça c'est très important. C'est le dernier mot, M. Elias. Sauf erreur de ma part. Sauf erreur de ma part. Et je le dis sur le Maghrébia. Toutes les lois adoptées par le Parlement algérien récemment ont été publiées dans le journal officiel, sauf celle qui est liée à la criminalisation de la colonisation française. Est-ce qu'il y a une explication rationnelle? Qu'on voulait vraiment militer pour que la France reconnaisse pas ses torts, ses crimes en Algérie, pourquoi cette loi qui est liée à la criminalisation française en Algérie, pourquoi elle n'a pas été publiée dans le journal officiel? Pour quelle raison? C'est quoi l'explication? Donnez-nous l'argument, l'explication rationnelle. Quand un député, juste pour finir, quand un député, soi-disant, qu'il soit de Héliopolis, je connais Héliopolis, hein, c'est à côté de Guelma. Quand j'étais jeune, je passais mes vacances d'adolescent à Guelma, à Guelma, à Ain Arbi. Je connais cette région, je connais très bien cette région. Voilà. Mais quand ce député, il voulait faire passer cette loi, mais c'était une loi populiste chabaoui parce qu'il savait qu'elle sera autorisée par le pouvoir algérien ou pas. Le pouvoir algérien, il l'a juste utilisé, instrumentalisé, juste pour titiller un petit peu le régime, les autorités françaises. Après, ils l'ont retiré. Très bien. Voilà la réalité. C'est très bien. C'est très clair, M. Elias Besmahli, parce que vraiment, on me pousse à finir. Merci beaucoup, Elias Bailey, ingénieur économiste et militant politique à partir de Paris. Je vous remercie beaucoup. Monsieur Hamid Lello, directeur de Orion for Democracy en Algérie à partir de Washington, je vous remercie énormément. Et Monsieur Djihad Halimi, militant politique de Montréal. Et bien sûr, Monsieur Gamal Abina, analyste politique à partir de Paris. Je vous remercie beaucoup. Et bien sûr, je remercie nos chers téléspectateurs. Inch'Allah, je vous donne rendez-vous à demain. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah.